Un tournant historique est à l'œuvre. On peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Our world is at the crossroads. Le citoyen, il veut un avenir pour ses enfants et ses petits-enfants. The eyes of all future generations are upon you. 40% des emplois existants pourraient disparaître dans les 10 ou 15 ans qui viennent. L'homme est en train de changer. La première. On vit peut-être un tournant là. Déclic. Le tournant. Est-ce qu'on est déjà demain? Arnaud Reussen. Et si l'heure était venue de réinterroger notre rapport à la technologie ? De se demander si toutes les innovations techniques sont toujours forcément utiles, souhaitables et contribuent à notre bien-être. Pour certains, pour certaines, il est plus qu'urgent aujourd'hui de faire preuve de technodiscernement et d'explorer la voie du low-tech, une technologie plus simple, plus durable, plus résiliente aussi, et que chacun pourrait demain s'approprier. Alors, l'heure des low-tech est-elle venue ? On va en tout cas prendre le temps de comprendre ceux et celles qui promeuvent aujourd'hui cette approche. Notre reportage commence à Overijse, en plein zoning commercial, entre deux garages automobiles. Un petit chemin nous emmène dans une arrière-cour vers un bâtiment industriel qui a toutes les allures d'un atelier de menuiserie. Bonjour, enchanté, bienvenue. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. J'ai mis un tout petit peu de temps à trouver parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit à l'arrière du bâtiment. Là. Ah oui, c'est vrai qu'on est encore un peu caché. Oui, Nous sommes chez Hello, une entreprise coopérative qui veut promouvoir l'habitat léger et low-tech et qui se définit sur son site web comme un accélérateur de sobriété. Celui qui nous attend sur place, c'est l'un des fondateurs, il s'appelle Philippe Hébert et il est ingénieur de formation. Alors ici, nous sommes à l'atelier de Hello. C'est une coopérative qui œuvre pour le développement de la sobriété et de la démarche low-tech dans les modes de vie et les organisations. Alors concrètement, ça veut dire quoi ça ? Alors pour les individus, ça veut dire qu'on développe des solutions autour de l'habitat et on fait en sorte que l'habitat soit à la fois durable, utile et surtout accessible. Autour de nous, à l'extérieur et à l'intérieur de l'atelier, il y a des tiny houses, des petites maisons légères et transportables, en bois principalement, construites sur une base de remorques. Certaines sont déjà terminées, d'autres sont toujours en cours de construction. Parce que chez Hello, la démarche low-tech, elle est surtout réfléchie autour de l'habitat, un habitat défini comme sobre. Eh bien, l'habitat sobre, de façon générale, c'est celui qui correspond aux besoins de l'habitant, et donc pas l'inverse. Parce que souvent, on achète une maison et puis, en fait, c'est elle qui définit le train de vie. Ici, c'est un peu l'inverse. On se dit, voilà le train de vie que je souhaite, et donc voilà la maison que je veux construire ou faire construire. Et si Philippe Hébert et son associé fondateur de la coopérative se sont concentrés sur cet enjeu de l'habitat, eh bien, ce n'est pas pour rien. Je me suis rendu compte qu'à l'échelle de notre pays et dans notre culture, on fait souvent un choix sur l'habitat qui détermine tout notre mode de vie. Et du coup, on est un peu coincé dans un système. C'est difficile de sortir la tête de l'eau ou la tête du quotidien quand on a un besoin de revenus qui est fixé parce qu'on doit rembourser une maison, on va travailler peut-être un peu plus loin ou dans une entreprise qui paye mieux, mais du coup on a besoin d'une voiture pour les trajets. Donc il y a tout un effet de système qui nous bloque quelque peu dans un mode de consommation qui n'est pas forcément en adéquation avec les limites planétaires. Et donc, si on reprend le système au point de départ, si on conçoit un habitat qui nous coûte significativement moins cher, qui est lui-même avec une empreinte écologique réduite, il y a comme plein de possibles qui commencent à se délier et qui sont extrêmement encourageants pour l'avenir. Bon, tout ça est un peu théorique, dit comme ça. Alors je propose qu'on aille voir concrètement sur le terrain à quoi ça peut ressembler un habitat sobre et une approche low-tech du logement.
Je sais ce que vous vous demandez sûrement en écoutant ce podcast. Ça veut dire quoi déjà, low-tech précisément? Est-ce que c'est l'inverse du high-tech? Est-ce que l'idée c'est de renoncer au progrès technologique? Eh bien non. C'est un peu plus subtil que ça, mais je propose qu'on parte sur du concret. On essayera de définir tout ça un peu plus tard. Bon, je vous suis. Où est-ce qu'on va? Alors là, on va visiter la maison témoin qui est équipée de solutions low-tech. Ok, d'accord. Prenons d'abord la direction d'une sorte de maison témoin installée par Hello dans un grand espace vert à quelques encablures de l'atelier. Une tiny house, petite maison construite sur une remorque, un peu haute sur pattes, avec un toit arrondi, quelques châssis enchâssés dans un bardage en bois. Cette tiny house, elle est posée un peu au milieu de nulle part, à une centaine de mètres de la voie rapide qu'on entend au loin. Seul lien avec le reste de l'environnement urbanisé, un câble qui permet l'alimentation électrique du bâtiment. Philippe Hébert et son collègue Maxime, qui est ingénieur lui aussi et qui nous accompagne, me présentent les lieux. Alors voici Cocobam, c'est une maison pour montrer toutes les possibilités qu'on peut imaginer en termes d'intégration de low-tech, mais aussi en termes d'utilisation d'essence de bois et de techniques de construction en général. Et ce qui attire tout de suite mon attention, c'est une sorte de grand cadre en bois de 2 mètres sur 1 qui en sert une vitre. Derrière cette vitre, on a disposé des ardoises. Ça ressemble un peu à un panneau solaire version matériaux naturels. Et en fait, on n'en est pas si loin. Ceci, c'est un capteur à air version ardoise. Donc, c'est un châssis dans lequel il y a des ardoises fixées derrière une paroi de verre. Lorsqu'il y a un rayon de soleil, les ardoises vont se charger en chaleur. Et en fait, cette chaleur, elles vont la transmettre à un circuit d'air qui passe derrière. Et ce circuit d'air, il commence dans la maison, il rentre dans le bas du panneau, il monte spontanément parce que l'air se réchauffe, et puis il est réinjecté dans la maison avec une augmentation de température de l'ordre de 60 degrés typiquement. Donc ça permet, avec ce système-là, de réchauffer l'air de la maison de façon tout à fait passive. Et d'un autre côté, pendant les saisons chaudes, on peut ouvrir le capteur dans sa partie haute. À ce moment-là, l'air chaud, au lieu de rentrer dans la maison, il s'échappe par cette trappe. Et donc si on a une ouverture côté nord dans la maison, ça permet de faire une ventilation pour amener de l'air frais côté nord vers le côté sud de la maison. Donc ça climatise un peu en été et ça peut chauffer en hiver. Tout ça au départ de matériaux naturels et d'un truc relativement simple à construire. Tout à fait, il y a 2 fonctions, ventilation et chauffage. C'est un premier exemple qui illustre bien la démarche low-tech. L'idée n'est pas de renoncer à ce que la technologie peut nous apporter, mais de la penser dans une démarche plus durable et accessible. Cette formule de panneau, elle a forcément un rendement plus faible et même bien plus faible que des alternatives de panneaux thermiques plus classiques fabriqués en usine. Mais par contre, cela n'utilise quasiment que des matériaux naturels, peu transformés, et c'est assez simple à construire soi-même. Et d'ailleurs, on peut les imaginer sur d'autres types de maisons que les tiny houses. Typiquement, c'est quelque chose qui est applicable à n'importe quel habitat, pourvu qu'il y ait une façade disponible côté sud. Donc c'est un bel exemple aussi de low-tech qui est applicable pour n'importe qui et pas forcément dans des solutions de type tiny house. Avec une fenêtre de 2 mètres carrés, on va pouvoir chauffer une pièce qui fait, elle, entre 15 et 20 mètres carrés. J'imagine que vous êtes en train de vous dire que ce n'est pas forcément utilisable chez vous ou que pour une même surface disponible, vous pourriez bien plus utilement valoriser l'énergie avec un panneau photovoltaïque classique. C'est très possible. Mais l'enjeu, pour les promoteurs du low-tech, ce n'est pas de dire qu'il y a une bonne et une même solution qui serait applicable partout. Non, l'idée c'est plutôt de réfléchir la technologie à mobiliser en fonction des besoins réels. D'où l'idée de ce panneau de démonstration ici pour montrer une solution possible. Mais je vous propose d'entrer maintenant dans la maison elle-même. Ici, il faut juste retirer les chaussures parce que sur du parquet, c'est quand même le top d'être en chaussettes. Alors, ici on est à l'intérieur, donc tiny house avec un lit de personnes à l'étage, une petite... décrivez-nous un petit peu les lieux.
Alors la maison ici, elle peut accueillir 2 personnes au quotidien. Grâce à la chambre en mezzanine, mais elle peut aussi accueillir des amis de passage, puisque la banquette est extensible. On peut la transformer en lit pour 1 ou 2 personnes sans aucun souci. On a aussi une cuisine pour pouvoir cuisiner tout ce qu'on souhaite. La cuisine, on verra qu'elle a été imaginée en intégrant cette logique low-tech sur la partie cuisson, sur la partie conservation des aliments. On a aussi l'espace salle de bain avec la douche et la toilette sèche. Et puis le chauffage de la tiny house est complété par un mini poêle qui sert d'appoint quand il n'y a pas de soleil. Puisque quand il y a du soleil, le capteur à ardoise est plus ou moins suffisant. Et puis s'il faut mettre un petit coup de boost, le poêle à bois est opportun. À côté de ce tout petit poêle, pas plus grand qu'une grosse boîte aux lettres, il y a 2 tacs de cuisson au gaz. Énergie fossile donc, mais les concepteurs ont voulu jouer la carte de l'autonomie. Avec une bonbonne, ça fonctionne même dans un scénario où la tiny house ne serait pas connectée à l'électricité. Et puis juste à côté de la cuisinière, on a aussi un frigo qui pour l'instant, est-ce qu'il est branché ? Non, il est pas branché. Pourquoi ? Parce que en saison fraîche, en fait, le frigo, il est à l'extérieur. Donc si on passe de l'autre côté, il y a un châssis qu'on peut ouvrir et qui nous amène dans un caisson qui est sombre et qui est à température ambiante côté nord de la maison et qui est suffisant pour stocker tous les aliments qui sont propices en dessous de 15 degrés. Vous avez compris le principe. Pour toutes les parties de l'année où il fait moins de 15 degrés dehors et où il ne gèle pas non plus à pierre fendre, c'est un caisson à l'extérieur du bâtiment qui sert de frigo. Mais un caisson accessible depuis l'intérieur via un châssis ouvrant parfaitement isolé. Et à côté de ce châssis, des étagères et des placards destinés aussi à conserver toute une série d'autres aliments qu'on met parfois au frigo sans que ce soit toujours nécessaire et même d'ailleurs recommandé. Maxime, qui est ingénieur chez Hello mais qui a aussi vécu dans cette tiny house de démonstration durant plusieurs mois, explique comment il a dû adapter sa gestion des aliments pour se passer de frigo durant les mois les plus frais de l'année. Vous voyez qu'ici, dans la partie intérieure, donc à température ambiante, il y a 4 compartiments, 2 qui sont lumineux et aérés, et 2 qui sont sombres et aérés. Les 4 à température ambiante. Et en fait, c'est pour séparer les fruits et légumes dits climactériques qui vont générer un gaz, l'éthylène, et qui vont peut-être moins bien s'entendre avec d'autres aliments qui sont sensibles à ce gaz et vont donc mûrir ou pourrir plus vite. Donc c'est pour ça qu'on a 4 compartiments, 2 de chaque. C'est pour que dans chaque compartiment, on puisse séparer les fruits et légumes qui ne vont pas ensemble, pour le dire grossièrement. Et donc par exemple ici on va avoir les pommes de terre, les oignons, etc. Mais je vous avoue que même moi j'utilise un petit document qui est imprimé ici pour se souvenir. En plus en fonction des saisons évidemment, il n'y a pas toujours les mêmes fruits et légumes aux mêmes endroits. Et donc j'utilise ce petit document où il y a écrit où chaque aliment va pour le ranger correctement. Et donc là, on peut voir que le concombre, l'aubergine, le kiwi, c'est pas mal de les mettre à la lumière, alors que les pommes, les poires, le melon, c'est mieux de les mettre dans un endroit sombre. Et donc oui, c'est réapprendre un peu la conservation, quoi. Absolument, il faut savoir que le frigo, c'est arrivé dans nos vies, que dans les années 80, vraiment, dans tous les foyers. Et en fait, ça fait plus de 6000 ans qu'on conserve des aliments. Donc c'est aussi revenir avec un œil neuf à ces solutions d'avant qui fonctionnaient vraiment très bien. Allez demander à vos grands-parents comment ils conservaient leurs aliments. Et en bénéficiant du frigo, en l'occurrence, que quand il est nécessaire, à savoir en été, quand il fait trop chaud pour conserver ses aliments dehors, ou alors pour conserver de la viande, des produits laitiers, qu'on ne va pas consommer le jour J, le jour où on les achète. J'ai l'impression que je commence à comprendre la démarche low-tech à travers ce cas précis. L'idée n'est pas de se priver de la technologie moderne ou de revenir à une sorte d'âge pré-technologique, mais de privilégier les usages où les technologies qui ont un impact sur l'environnement sont vraiment nécessaires.
Oui, tout à fait. C'est vraiment une démarche de techno-discernement. On dit autrement, on va se poser très ouvertement la question de c'est quoi la bonne technologie au bon moment et au bon endroit pour répondre aux bons besoins. Et donc, parfois, ça fait appel à des techniques anciennes qu'on ressort parce qu'elles sont aussi le fruit d'une grande réflexion ou d'une grande connexion à la réalité physique de la nature. Et parfois, on fait appel à des solutions, on va dire, avec une intensité technologique et industrielle plus élevée parce que c'est aussi ça qui est le meilleur à faire à ce moment-là. On a déjà pas mal compris la démarche, je pense, mais je ne résiste pas à vous faire entendre encore un dernier exemple, transposable à mon avis dans pas mal de foyers. Pour rester dans la cuisine, pour la cuisson, nous avons la marmite norvégienne qui est, je vais la sortir, qui est en fait un caisson isolé qui va nous permettre de limiter l'énergie qu'on utilise pour cuire des plats mijotés. Tout simplement, le plat mijoté qu'on a envie de se préparer, on va le mettre sur nos tacs de cuisson, peu importe qu'elle soit à gaz, etc., jusqu'à ébullition de l'eau. Et une fois que l'eau bout, on va mettre notre casserole, notre marmite, dans ce caisson isolé qui va permettre de continuer la cuisson à basse température, en tout cas à moins de 100 degrés, ce qui est très intéressant pour beaucoup d'aspects, encore une fois, nutritionnels et organoleptiques, mais aussi parce que ça permet de limiter l'énergie requise pour la cuisson. On est aussi moins embêté à devoir surveiller notre préparation. Par exemple, si vous recevez des gens, vous pouvez préparer votre plat la veille, il sera encore chaud le lendemain, etc. Et vous allez avoir une cuisson vachement plus homogène et plus conservatrice des propriétés de vos aliments. On pourrait presque dire que c'est de la technologie version truc de grand-mère. Un grand cube en bois, rempli de coussins isolants qui viennent comme emmitoufler une marmite ou une cocotte pour une cuisson longue durée. Simple, en réalité, pratiquement imbattable sur la consommation d'énergie et imaginable évidemment dans des maisons bien plus traditionnelles que la Tiny House Cocobam qui nous accueille. Ce système a d'ailleurs été adopté par certaines collectivités. Je peux vous donner un exemple concret d'une commande qui a été faite de marmite norvégienne pour des logements sociaux qui accueillaient énormément de familles, mais les cuisines étaient partagées. Et en fait, avoir une marmite norvégienne par famille permettait de cuire dans la cuisine partagée et ensuite de ramener son plat chez soi et de terminer la cuisson dans son logement. Donc il y avait un vrai avantage social. Un dernier point que je trouve intéressant d'aborder encore pour bien comprendre l'entièreté de la démarche low-tech, c'est l'idée de s'approprier la technologie. Au-delà du fait que cette technologie soit utile, qu'elle soit la plus durable possible, ce qui inclut aussi d'en penser le recyclage dès la conception, il y a aussi l'idée de pouvoir, quand c'est jouable, la fabriquer ou la réparer soi-même. Toutes les solutions low-tech qu'on trouve ici dans la maison, ce sont des solutions qui doivent être autoconstruites. Et donc, on propose des formations ou du coaching pour la fabrication des solutions adaptées à chaque utilisateur. Et donc, si vous voulez une idée du prix, la Tiny House qu'on vient de visiter coûte entre 70 et 90 000 euros pour une vingtaine de mètres carrés d'une maison sur roue donc, et en termes de charges. Alors les charges dans cette maison-ci, c'est principalement de l'électricité. La consommation électrique annuelle est de l'ordre, si j'ai bien vérifié sur le compteur, de 150 kWh par an. Donc c'est parce que la consommation, c'est finalement uniquement les luminaires, la pompe pour l'eau et sans doute ce qu'on branche sur les prises, donc ordinateur, chargeur de GSM. Et puis sur le gaz, pour la cuisson et le chauffage de l'eau, on est sur 1 à 2 bonbonnes par an. Donc globalement, on est sur un budget annuel de 100 à peut-être 150 euros en fonction des usages, mais ça dépend beaucoup des usages. On peut facilement monter plus haut si on a une utilisation différente de la maison. Est-ce que tu as déjà bu de l'eau de pluie ? Pas sûr. C'est le moment. Alors voilà. Hop là. Voilà pour cette première étape de reportage. Je me suis concentré ici sur cette tiny house en particulier, mais on a bien compris qu'il y a là une série de réflexions qui sont transposables à l'habitat d'une manière générale. Je retiens du concept de low-tech l'idée d'une technologie durable,
en adéquation avec les limites planétaires. Une technologie utile. C'est l'enjeu du technodiscernement. Il faut utiliser la bonne technologie au bon endroit et quand elle apporte une vraie plus-value. Et puis l'idée d'une technologie accessible, à la fois au niveau de son prix, mais aussi parce qu'on peut se l'approprier, éventuellement la construire soi-même ou au moins la réparer. Mais j'ai envie de dépasser un peu la démarche individuelle et le geste citoyen pour réfléchir maintenant cet enjeu d'un point de vue plus systémique. Alors j'ai pris rendez-vous avec un de ceux qui a le plus écrit sur le sujet du low-tech dans l'espace francophone. Il s'appelle Philippe Biwix, c'est un ingénieur et essayiste français. Il s'est au départ beaucoup intéressé à notre dépendance aux ressources minérales, puis il a écrit un ouvrage référence qui s'intitule « L'âge des low-tech » qui est sorti en 2014. Et la première chose que me fait remarquer Philippe Biwix, c'est qu'il est très difficile de définir précisément le low-tech ou de l'opposer de manière binaire au high-tech. Il me l'explique au départ d'un exemple très concret. Si on prend un vélo, par exemple, un vélo, c'est quoi ? C'est très low-tech, ça consomme très peu de ressources, c'est très durable, c'est très réparable. On voit bien quand c'est en panne, on n'est pas forcément capable de le réparer soi-même, mais en tout cas, on sait d'où vient la panne. On voit bien que c'est un problème de frein ou un problème de dérailleur ou un problème de pneu. Par contre, eh bien, quand vous voulez vulcaniser votre chambre, le caoutchouc de votre chambre à air, quand vous voulez fabriquer des câbles de frein, quand vous voulez fabriquer un dérailleur, une chaîne, graisser la chaîne, c'est forcément issu du pétrole, etc., eh bien, vous êtes complètement accroché à toute l'industrie classique, à toute cette logique de chimie, de métallurgie, de pointe, etc. Et donc, finalement, pour moi, l'idée, c'est pas de dire il y a des choses qui sont high-tech et d'autres qui ne le sont pas, c'est plutôt de dire il y a des choses qui sont plus high-tech ou plus low-tech que d'autres, et où est-ce qu'on peut intelligemment désenrichir, avoir une démarche, en fait, pour désenrichir peut-être un certain nombre d'objets ou consommer moins de ressources ou orienter l'innovation vers l'économie de ressources et quelque part la durabilité. Pas mal de choses déjà dans cette première réponse. L'enjeu n'est donc pas de dire qu'il y aurait des bonnes technologies low-tech opposées à des mauvaises technologies high-tech. Non, l'idée est qu'il faudrait désenrichir autant que possible un certain nombre de nos objets et orienter notre système vers une économie de ressources, vers la durabilité. Pour ce faire, l'ingénieur français estime qu'il y a tout un modèle à réinterroger. Un modèle de production et de consommation de masse, où de nouveaux besoins sont sans arrêt créés, ce qui fait que les gains de productivité et d'efficacité énormes qui ont été faits durant ces dernières décennies, grâce au pétrole et grâce à l'innovation permanente, ont surtout servi jusqu'ici à doper notre consommation. Pourquoi est-ce que ça se passe ? Ça se passe qu'économiquement, on fait une productivité incroyable. La productivité, c'est quoi ? C'est de produire la même chose avec moins de monde. Cette productivité, elle est permise par le progrès technologique, mais aussi par la consommation de matières premières et d'énergie, puisque ce sont des machines qui vont pouvoir travailler de manière bien plus efficace. Si on laissait faire la productivité, et qu'on ne créait pas des besoins supplémentaires artificiels, en fait, on arriverait dans le monde que Keynes nous promettait dans les années 30, c'est-à-dire qu'on ne travaillerait plus, quoi. Enfin,